Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à la prospective et au développement de l'économie numérique. On ne la présente pas, mais je vais quand même la présenter. C'est probablement la plus brillante de sa génération et sans aucun doute la plus brillante du gouvernement actuel de France et menant une... Pardon ? Les autres sont partis, heureusement. Voilà, vous voulez me déstabiliser. J'ai dit la plus brillante, je n'ai pas dit le plus brillant. On embraye, d'accord? Non, c'est bon, très bien. Nathalie, n'essayez pas de me déstabiliser, vous y parvenez beaucoup plus facilement avec votre sourire. Donc, je vais vous laisser maintenant la parole et je vous laisse... Moi, je m'enfonce. Mais oui. Ah, bonjour, vous allez bien? Vous êtes là? Bon, après que Maurice se soit mis à dos toutes les femmes de l'assistance. Encore que... alors, moi, on m'a donné un sujet perspective. C'est formidable, c'est à la rencontre entre mes deux casquettes, la prospective et l'économie numérique. Le problème, c'est qu'il faudrait toute la journée. Et donc, je me suis dit que j'allais retenir 3 thèmes plus utiles particulièrement pour l'année qui vient, parce que je pense qu'ils vont marquer l'année 2011. Le premier, c'est où est aujourd'hui la valeur, et donc éventuellement pour les entreprises, où sont les profits dans toute la chaîne de la création et plus largement, comment le numérique transforme en fait cette chaîne de valeur, en particulier dans le monde culturel. Ça a des conséquences pour nous en France en ce moment, avec la mise en œuvre du grand emprunt et naturellement de sa part culturelle. Le deuxième sujet que je vais essayer de survoler, c'est la neutralité du net. Et Nelly sourit, parce qu'elle travaille beaucoup en ce moment à la Commission sur la neutralité du net et nos travaux devraient se rejoindre en 2011. Nous avons besoin d'avancer sur ce sujet. Et puis enfin, le troisième, il a été évoqué par l'orateur précédent, c'est la migration des contenus et de nos pratiques vers le mobile, pour une partie d'entre eux au moins, migration qui est en train de s'accélérer, qui a des conséquences importantes, et des conséquences importantes, je crois, en particulier dans le domaine culturel. Alors, je vais commencer par un peu d'autocritique sur la question de l'évolution de la valeur dans la chaîne de la création des produits culturels. Moi, je pense que nos politiques en matière de numérique, en France, mais c'est le cas un peu partout en Europe, ont trop longtemps été concentrées exclusivement sur les infrastructures. C'était vrai à la Commission, au passage. C'est-à-dire que pendant longtemps, Nelly sait bien, au Conseil Télécom, on parlait que de régulation des opérateurs télécoms. En fait, on organisait la concurrence. Et c'était vrai dans chacune des politiques nationales, et c'est vrai chez un certain nombre de collègues européens encore. On se préoccupe essentiellement de la bande passante qui arrive chez les uns et les autres. C'est quand même un problème, parce que du point de vue des politiques publiques, la question de ce qu'on fait de la bande passante, aussi bien en termes de création d'emplois, de création de croissance, mais aussi en termes de société. L'irruption des équipements numériques développe en fait de nouveaux modes de relation, des nouveaux liens. Il y a tous les réseaux sociaux, il y a ce qui se passe autour. Tout ça devrait intéresser les politiques et pendant longtemps les ont peu intéressés. Et nous allons vers un rééquilibrage qui croise aujourd'hui la réorganisation de la chaîne de valeur, puisqu'elle est en train de migrer depuis les infrastructures vers la création de contenu et la création de services. Alors plus sérieusement la création de services que la création de contenu en ce moment, mais enfin elle migre dans cette partie de la chaîne dont elle était pendant longtemps assez peu familière, puisqu'elle était concentrée dans la part infrastructure de l'affaire. C'est de moins en moins le cas. Ça n'a pas échappé aux opérateurs, d'ailleurs, qui pour certaines engagent des stratégies de concentration verticale pour pouvoir récupérer la valeur qu'ils voient s'échapper ou se diffuser progressivement. Nous en tirons les conséquences dans le grand emprunt. Il y a 4,5 milliards du grand emprunt, 35 milliards d'euros sont les grands emprunts, les investissements d'avenir, 4,5 milliards, c'est-à-dire 15%, est consacré au numérique. Et cette enveloppe est divisée en deux. On marche véritablement sur 2 jambes, 2 milliards dans les infrastructures pour faire effet de levier sur les investisseurs privés,
mais aussi 2,5 milliards sur les usages, les contenus et les services, dont 750 millions d'euros pour la numérisation des contenus culturels, scientifiques, éducatifs. C'est des travaux que, donc, conjointement avec René Ricol, le commissaire général aux investissements, et avec les ministres concernés, et en particulier, bien sûr, avec Frédéric, sur la partie culturelle, avec 2 critères qui ne sont pas forcément habituels au monde de la culture, encore que, mais peut-être justement c'est le monde avec lequel il est plus intéressant de travailler sur ces critères-là, et moi je trouve qu'on avance très bien. 2 critères qui sont la création d'emplois et l'effet de levier sur l'investissement privé. Le grand emprunt, il a vocation à faire effet de levier sur l'investissement privé, et il a comme critère la création de l'emploi avec évidemment une intégration de la problématique de l'aménagement du territoire et plus largement de celle de l'activité économique. Et quand je parle d'emploi pérenne, je parle aussi des emplois de demain. Et donc les critères sont malgré tout assez ouverts. Nous avons lancé avec Frédéric une consultation dans le monde de la culture pour faire remonter en fait tous les projets, toutes les idées des différents acteurs. Voilà, quelles seraient vos idées pour le grand emprunt? Il y a eu 140 contributions. Tous les types de contenus ont été concernés. L'écrit, presse et imprimé, cinéma, audiovisuel, photographie, images fixes. Et à l'issue de cette consultation, on peut dire d'abord qu'il va falloir être extrêmement sélectif. Ensuite, que probablement le milieu culturel a à gagner à cette part-là du grand emprunt, mais aussi à d'autres parts, et par exemple à tout ce qu'on va faire sur le cloud computing ou sur la ville numérique. Et sans doute un peu de créativité est utile pour aller chercher au-delà de la simple problématique de la numérisation des contenus culturels, qui est un peu le petit bout à l'ornièque, malgré tout. Et nous partons sur 4 axes, qui sont le développement de l'offre légale dans le domaine du cinéma, avec un projet de plateforme de 6500 films en VOD. La mise en place d'une réponse nationale, légale et concertée aux défis lancés par Google en matière de numérisation des livres, et notamment la complétion du travail qui est aujourd'hui réalisé par la BNF sur les livres d'avant le XXe siècle, libres de droit, avec un travail sur les livres du XXe siècle qui sont encore sous droit, mais qui sont pour différentes raisons aujourd'hui plus disponibles. Un troisième axe qui est celui de l'audiovisuel, dont les contenus numérisés peuvent être fortement valorisés. Et puis enfin un quatrième qui est la création d'un kiosque numérique assurant la commercialisation des contenus de plusieurs éditeurs de presse, avec l'idée de développer des packages dans la presse nationale en ligne. À noter qu'il y a relativement peu de musique dans ces propositions, ce qui, de mon point de vue, est un problème. Et c'est peut-être par faiblesse, et là on tourne un petit peu en rond, il faut qu'on réussisse à en sortir, par faiblesse aujourd'hui de l'offre légale en ligne, qui n'est pas forcément en état ou en situation de venir apporter des propositions qui en tout cas ne l'a pas fait dans le cadre de la consultation publique. Toutes ces initiatives vont avoir, en plus des objectifs généraux qui sont ceux du grand emprunt, je crois, un effet bénéfique particulier dans le monde de la culture, qui va être la préservation et la promotion de la diversité des offres et des formats. On construit les aides du grand emprunt comme ça. La diversité, c'est un terme cher à notre politique culturelle, un terme fondateur même, et nous construisons nos aides dans le cadre du grand emprunt pour qu'ils puissent être promus. Et ça m'amène à mon deuxième sujet, qui est celui de la neutralité du net, parce que pour promouvoir la diversité, nous avons besoin qu'Internet reste ouvert. C'est un sujet que parfois on fuit un peu, parce qu'il y a cette idée que ça va être technique. Alors, en fait, c'est pas très technique, ou du moins ça l'est, mais ça n'est qu'une barrière à l'entrée qu'il faut pouvoir dépasser, parce que derrière, c'est un sujet qui est profondément économique. Il y a des intérêts économiques absolument colossaux derrière la question de la neutralité du net, et qui est aussi politique et sociétal. Des questions de société importantes sont posées dans ce sujet
de la neutralité du net, en particulier des questions de société qui intéressent le secteur de la culture et des médias. Aujourd'hui, Internet, c'est un peu le paradigme de l'innovation. C'est un système très ouvert dans lequel tous les utilisateurs ont en théorie accès au même contenu, aux mêmes services. Tous les producteurs de contenu et de services peuvent les mettre en ligne dans les mêmes conditions. Finalement, les petits et les gros sont à égalité en matière d'accès, dans une large mesure, ce qui permet à une bonne idée de trouver son public. Il est de notre responsabilité de faire en sorte qu'Internet reste un système ouvert, et ça n'est pas forcément gagné. Qu'est-ce qui se passe si les petits d'hier, qui sont les gros d'aujourd'hui, se mettent à abuser de leur position dominante? Il y a plein de façons de le faire, dont certaines ont l'air assez indolores au début, et évidemment sont d'autant plus gênantes, inquiétantes. Par exemple, si un fournisseur se met à pratiquer, un fournisseur d'accès Internet se met à pratiquer de l'intégration verticale et à choisir ce que vous allez regarder, ce à quoi vous allez accéder. Voilà, si votre fournisseur d'accès Internet se met à devenir aussi votre fournisseur et votre trieur de contenu. Qu'est-ce qui se passe si un producteur d'équipement se met à fermer complètement ses outils, et on en a vu quelques exemples dans la présentation précédente, et vous créez un univers extrêmement sympathique, mais à l'intérieur duquel vous ne choisissez plus rien. Là aussi, d'autant plus dangereux qu'il est sympathique. Qu'est-ce qui se passe si un référenceur, un moteur de recherche, décide d'orienter, ce qu'il fait déjà forcément au passage, hein, mais de le faire de manière de plus en plus volontariste, de plus en plus opaque, d'orienter ce que vous allez chercher et vous allez trouver sur Internet. La préservation d'un Internet ouvert bénéficie à tous, puisque c'est un paradigme de l'innovation, et en particulier à la liberté d'expression, au pluralisme des médias, à la diversité culturelle. La préservation de la neutralité du net, c'est aussi une garantie de pouvoir au moins chercher ou tendre vers un partage équilibre de la valeur entre tous les acteurs. Et à contrario, la mise à mal de la neutralité du net, c'est la garantie qu'on ne trouvera pas ces équilibres-là, et que donc, par exemple, des pans entiers de la création auront du mal à l'avenir, plus encore, à se financer. Moi, aujourd'hui, je ne propose pas de solution définitive sur ce sujet. Il y a eu un rapport au Parlement, il avait été demandé par les parlementaires, qui a été fait cet été. Les assemblées parlementaires en France sont saisies du sujet, des missions ont été lancées. Je les incite, chère Nelly, à attendre le rapport que la Commission, ou le livre blanc que la Commission nous promet pour très bientôt, avant d'aller vers des modifications législatives. Mais je pense que nous avons besoin d'aller vers des choses un peu plus normatives. C'est un débat qui existe aussi, quoique dans une forme différente aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de concurrence entre les opérateurs que nous en France, donc le sujet se pose différemment. Et nous avons besoin aujourd'hui d'aller vers ce débat et de mettre en œuvre probablement une nouvelle normalisation. Et c'est peut-être l'occasion il y a peut-être un gagnant-gagnant à faire sur ce sujet. On pourrait en parler plus longuement. Mais on n'a pas le temps d'en parler plus longuement. Et donc, j'arrive à mon troisième point, qui est l'explosion véritablement de l'Internet en mobilité, de la consommation de contenu en mobilité. Vous me direz, ça peut paraître décousu, ces choses-là s'additionnent. Moi, je les ai choisis pour vous en dire un mot, parce que je pense que ces trois sujets vont être les trois sujets de l'année 2011 en matière de numérique, et notamment en matière de numérique dans le secteur culturel et celui des médias. C'est entre 2011 et 2012 que va basculer la proportion entre ceux qui consultent Internet sur un ordinateur fixe et ceux qui le font en mobilité. Ça va très très vite. On a aujourd'hui en France 15 millions de mobinautes. Ça va devenir le mode d'accès dominant. Et c'est aussi, évidemment, à l'origine de migration de valeurs, un peu pour les opérateurs et beaucoup pour les producteurs de contenu, parce que les contenus ne sont pas tous équivalents, ils ne se consomment pas tous de la même manière
sur le fixe et sur le mobile. On considère qu'en 2013, le marché mondial des applications sur mobile s'élèvera à plus de 15 milliards d'euros. Et c'est la responsabilité de chacun d'être présent sur le sujet. Et d'abord, je le dirais, de nous au sens des politiques publiques. Il ne faut pas qu'on se retrouve un jour dans un système dans lequel il n'y a plus sur l'Internet fixe que des sites extrêmement bien faits et sur lesquels plus personne ne va, d'informations publiques, et des choses au contraire très très ludiques qui ont toutes migré, ou très pratiques, qui ont toutes migré sur le mobile. Et c'est la raison pour laquelle en France nous avons lancé un portail que je vous invite à visiter pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui s'appelle Proxima Mobile, en un mot, proximamobile.fr, de promotion d'applications d'intérêt général utilisables en mobilité sur toutes sortes de smartphones, dans toutes sortes de secteurs. Vous trouvez une application comme Légifrance pour pouvoir rechercher de manière pratique tout ce qui concerne le droit national. Vous trouvez des applications d'information, genre aide aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères. Je pense à la SNCF, vous trouvez la SNCF naturellement, vous trouvez des choses comme ça. Vous trouvez aussi des choses très originales. Je vous recommande le test, comme par exemple l'application e-sommeil, qui est une application en matière de santé pour apprendre à bien s'endormir et bien se réveiller. Vous trouvez l'application Komuto, qui est le rêve de tous les jeunes qui font de l'autostop et le rêve de tous les parents qui n'ont pas envie que les jeunes fassent de l'autostop avec n'importe qui. Et puis, vous trouvez énormément d'applications culturelles. Et ça a été la grande surprise du lancement de ce portail Proxima entre 2009 et 2010 par le secrétariat d'État à l'économie numérique, que l'incroyable effervescence du milieu culturel à faire des propositions de qualité et le très bon accueil qui a été fait par tous les mobinautes pour aller vers donc, de la culture en mobilité. C'est des choses très variées. Vous avez des collectivités locales comme la région Bourgogne qui vous propose de l'œnotourisme. Vous avez la ville de Bordeaux qui propose une application qui vous permet en fait un peu de réenchanter la ville, de lui redonner toutes ses dimensions culturelles, de vous donner envie d'entrer dans les bâtiments, dans les expositions. Vous avez une application qui généralise ça au niveau national, qui est absolument superbe, qui s'appelle Culture Click, qui donne une dimension culturelle aux bâtiments ou au parcours à l'intérieur de la ville. Vous avez l'application Musée du Louvre, qui est, j'allais dire, notre best-seller. Ce n'est pas un best-seller, parce que ça ne se vend pas, ces applications sont gratuites, mais c'est certainement un best-of, une des applications culturelles les plus téléchargées au monde. Et 60% des téléchargements ont été faits à partir des États-Unis. On sait à travers les adresses IP, une application qui est très, très remarquable du point de vue esthétique. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense que sur ce sujet qui grimpe, qui est celui de la mobilité, et notamment de la culture en mobilité, la France a des atouts absolument essentiels, avec un marché unifié des télécommunications qui est puissant, qui est un des plus importants au monde, avec un tissu très dense de PME innovantes, et on l'a montré à l'occasion de ces appels à projets, des PME qui sont extrêmement réactives, extrêmement créatives. Je crois que pour peu que nous nous donnions les moyens de bien comprendre l'irruption de la géolocalisation dans tout ça et de bien l'utiliser, la France a des atouts à faire valoir sur de nouveaux marchés. Sur ce nouveau marché, sont des données culturelles, géographiques, touristiques et environnementales qui permettront de créer ces nouveaux services. On a tout ce qu'il faut et même un peu plus en la matière, et sont des services qui permettent de valoriser les territoires avec derrière de la création de contenu non délocalisable, parce qu'on voit bien, c'est des choses qui sont fortement ancrées dans leur territoire. En fait, ces applications, elles permettent de réenchanter, sous l'angle culturel, le monde. Bref, il y a là, je crois, un motif de réflexion pour tous ceux qui sont amoureux de culture et ou qui sont dans le monde des médias, que la migration vers le tout mobile est en même temps un motif d'espérance, puisque, encore une fois, c'est un domaine, c'est un sujet sur lequel la France a des atouts considérables, la France et l'Europe. Et d'ailleurs, nous avons étendu le portail Proxima Mobile à l'Union européenne avec un appel à projet européen pour pouvoir travailler ensemble, et un certain nombre des applications qui sont sur Proxima, par exemple l'application Komuto, celle dont je parlais pour l'autostop, a déjà été vendue, j'insiste bien, vendue, dans 4 pays européens. Il
il y a un vrai marché du numérique à créer, il y a une vraie politique européenne du numérique à créer. Et j'en finirai par là, et je le dis sous l'œil de Nelly, parce que je sais qu'elle partage et appuie ce point de vue. On a réussi à normaliser des trucs aussi difficiles et abscons que les prises électriques. La hauteur des pare-chocs, très dur la hauteur des pare-chocs. Et on n'a pas réussi à créer encore de marché commun du numérique. C'est juste incroyable. C'est un problème considérable aujourd'hui. On a des startups qui partent aux États-Unis, non pas pour des raisons de capitaux, c'est vrai que le marché du capital risque en France en particulier n'est pas forcément, mais enfin ça s'est beaucoup amélioré, mais qui nous disent on est parti avant tout parce qu'en Europe c'est 27 marchés, aux États-Unis c'est un seul gros marché. Nous avons à la fois quelques boulets aux pieds et en même temps autant d'espérance parce que le jour où nous aurons brisé nos chaînes, ça ira beaucoup plus vite. Une politique européenne commune du numérique est très très attendue. Merci à tous. Merci.